Et si je te disais que tu peux attirer une fortune colossale en une seule journée, même si aujourd'hui tes poches sont vides, tes dettes t'étouffent et que tu n'as ni héritage, ni réseau influent, ni amis fortunés pour te tendre la main. Imagine traverser l'abîme de la misère vers les sommets de l'abondance plus vite que le soleil ne parcourt le ciel. Même si tes ventures passées se sont effondrées, si des années entières ont été gaspillées dans l'errance et que tu ne contemples que des regrets amers, tu me traiterais sans doute de fou furieux. Tu rirais, incrédule, en marmonnant intérieurement. Impossible, ça ne peut pas exister. Pourtant, j'ai vu des empires se bâtir en un clin d'œil. J'ai observé la richesse fondre sur un homme comme un ouragan imprévu, tandis que son voisin languissait des décennies dans l'attente vaine. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas un caprice du destin. Ce n'est pas de la chance aveugle. C'est une loi immuable, cachée aux masses, parce qu'elle préfère se moquer plutôt que d'obéir. Une loi que les riches gardent jalousement secrète, sachant que la plupart des hommes refusent d'en payer le prix, la précision absolue de l'intention. Tu te demandes comment cela pourrait être vrai? Patience, ne te précipite pas. Si je te livrais la réponse en un mot unique, tu la balayerais d'un revers de main, la jugeant trop simpliste, trop invraisemblable. C'est pourquoi je ne te jetterai pas le trésor comme un os à ronger. Je vais te guider, loi par loi, jusqu'à ce que ton esprit s'imprègne de cette vérité irréfutable. À la fin de ce discours, non seulement tu croiras que la grande richesse peut surgir en 24 heures, mais tu sauras pourquoi et comment l'invoquer. Mais avant de plonger dans ces mystères, permets-moi de te poser un avertissement solennel comme un phare dans la tempête. Si tu écoutes ces paroles comme un simple divertissement, si ton attention vagabonde, si tu les prends pour une bouffée d'inspiration passagère sans les transformer en ordres impérieux, tu repartiras les mains vides, exactement comme tu es arrivé. Pauvre, dubitatif, prisonnier de l'illusion du « un jour peut-être ». Cette loi ne récompense pas les paresseux. Elle ne s'incline que devant les déterminés. Réfléchis à cela. Pourquoi un homme reste-t-il enlisé dans la même boue pendant 30 ans, tandis qu'un autre conquiert sa fortune en une seule journée? Pourquoi l'un accumule-t-il factures et désillusions, pendant que l'autre attire les opportunités comme si elles étaient forgées pour lui seul? La différence n'est pas dans l'éducation, ni dans l'héritage, ni dans les connexions mondaines. C'est quelque chose de bien plus grand, de plus mystique et pourtant infiniment plus accessible que ce que prétendent les élites autoproclamées. Frank W. Gunsolus, oui, je préfère l'appeler ainsi pour honorer sa mémoire, l'a découvert lorsqu'il est monté en chair et a proclamé « Ce que je ferais si j'avais $1 million ». Il n'avait pas un sou vaillant, pas d'allié puissant, aucune raison terrestre d'espérer que ses mots soient exaucés. Pourtant, en moins de 24 heures, la fortune était sienne, non par un coup de dé, mais parce que ses paroles portaient la marque de la détermination inébranlable, du désir ardent, de la foi inébranlable et de la décision ferme. Il prêchait comme si l'argent était déjà entre ses mains, et au lever du jour, l'univers avait plié devant lui. Voici la loi que tu vas découvrir. Les richesses fuient la vague imprécision et se ruent vers la clarté tranchante. Le temps lui-même se plie quand le désir embrase l'âme comme un feu dévorant. L'argent déjà en circulation est attiré par celui qui le commande, avec un but précis. Tu n'apprendras pas cela dans les écoles. Les riches n'en parlent pas à voix haute. Mais ici, sur cette chaîne dédiée à la sagesse éternelle de Napoléon Hill, je te le révèle sans phare. Écoute avec l'attention d'un guerrier sur le champ de bataille, car ton avenir en dépend. Et il en dépend vraiment. Pour les prochaines minutes, chasse toute distraction. Ne garde en tête que cette question brûlante. Et si, moi aussi, je pouvais me réveiller demain sur le chemin de la fortune? À la fin de ce message, cette question ne sera plus un rêve éphémère. Elle deviendra un ordre que tu pourras lancer si tu le décides. Tu me demandes combien de temps il faut pour que la richesse réponde à ton appel. Je te réponds sans détour. La richesse arrive à la vitesse de ton désir incandescent, pas une seconde plus tôt.
Les hommes attendent des années, des saisons entières, des tours de fortune hasardeux, alors que la loi de la richesse les attend eux. Quand un homme embrase son cœur d'une intensité telle que sa pensée se mue en commandement impérial, le monde des causes se courbe rapidement, parfois en années, parfois en jours, parfois en heures fulgurantes. Cette loi n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait gravé dans l'histoire. J'ai vu des fortunes surgir avec la violence d'un orage, après des mois de calme plat. Les timides l'appellent chance, l'étudiant honnête la reconnaît comme la récompense soudaine d'un désir enfin porté à l'incandescence du commandement. Lorsque le cœur s'enflamme jusqu'au blanc, le temps se contracte comme un muscle sous tension. Ce qui prendrait des décennies aux vacillants peut se réaliser en une nuit pour le déterminer. Laisse-moi t'illustrer cette vérité à travers l'histoire de Frank W. Gunsolus, ce jeune pasteur de Chicago qui osa titrer son sermon « Ce que je ferais si j'avais $1 million ». Il ne grimpa pas en chair comme un mendiant quémandant l'aumône. Il parla comme celui qui tenait déjà la clé du trésor. Ses mots n'étaient pas teintés de timidité ni de spéculation hasardeuse. Ils vibraient de décision absolue. Il dépeignit une vision d'une école où les jeunes hommes apprendraient à penser et à agir dans le même souffle, où l'éducation ne serait pas une théorie stérile sans pratique, ni une pratique brute sans philosophie profonde. Il en parla comme si le million était déjà dans sa poche, comme si les murs de briques s'élevaient déjà, comme si les échos des étudiants reconnaissants résonnaient déjà dans les couloirs. Le lendemain matin, un messager vint de Philip D. Armour, le magnat de l'industrie de la viande. « Jeune homme, dit Armour, si vous mettez votre sermon en acte, vous aurez votre million. » De cette décision naquit l'Institut de technologie Armour. Ne rate pas la leçon. Un désir précis, déclaré avec une flamme dévorante, attira 1 million en une nuit. Quelles étapes ont conduit à ce million? D'abord, un but gravé dans le cœur avec une netteté implacable. Ensuite, un esprit imprégné de foi jusqu'à ce que chaque mot porte l'autorité d'un décret royal. Troisièmement, un plan décrit avec une vivacité telle que les auditeurs le voyaient se matérialiser. Quatrièmement, le courage de parler comme un commandant, non comme un suppliant. Avec ces 4 piliers, le million n'a pas été pourchassé. Il est arrivé de lui-même. Les hommes me demandent « La richesse peut-elle vraiment surgir en 24 heures ?» Je réponds « Si 30 ans d'errance te retiennent encore, ne blâme pas l'horloge, blâme ton errance. » Pourtant, sache-le, quand le désir atteint l'incandescence du commandement, les fortunes arrivent en effet avec une vitesse stupéfiante. Beaucoup d'hommes se sont réveillés pauvres un matin et se sont couchés riches le soir, simplement parce qu'ils ont enfin décidé. Tu dois apprendre à distinguer le souhait du désir. Les souhaits sont de la fumée évanescente. Le désir est un brasier vivant. Les souhaits flottent dans les conversations oiseuses. Le désir fixe son regard, brûle en silence et propulse les membres à l'action. Frank Gunsolus n'a pas souhaité, il a déclaré. Armour n'a pas eu pitié, il a investi. Le million n'a pas flâné. Il a accouru parce que le but l'avait invoqué avec une flamme irrésistible. Comprends cette loi. La richesse n'est pas attirée par le hasard, mais par la précision. Les richesses sont craintives face aux hésitants. Elles bondissent vers les audacieux. L'argent que tu vises est déjà au service de quelqu'un d'autre. Il changera de maître quand tu prouveras être le plus fort. Le portefeuille du monde n'est pas distribué au hasard. Il coule vers l'ordre, la clarté, la force. Ne gaspille pas ton souffle sur la chance. La chance est le nom que les faibles donnent à la moisson des déterminés. Quand tu entends un riche hausser les épaules en disant « J'ai eu de la chance », regarde derrière lui. Tu verras des registres remplis de chiffres précis, des pages de plans détaillés, des conseils d'alliés fidèles, des archives de services rendus avant toute récompense. Il parle de fortune parce qu'il sait que la foule ne croira pas à la méthode. Mais c'est la méthode qui l'a couronné. Et maintenant, tu vas connaître cette méthode. Voici les 7 règles qui, obéies ensemble, forment la formule inébranlable du succès. Elles sonneront comme du fer aux oreilles ramollies par l'errance. Mais pour les prêts, elles sont les clés du commandement. Utilise l'une sans les autres, et tu boiteras.
Utilise-les toutes et tu courras comme un lion. Avant le premier pas, lie-toi par un serment solennel. Dis à voix haute: je ne dériverai plus. J'écrirai mon but, je l'imprégnerai de foi, je m'attacherai par la décision, je planifierai et agirai, j'enrôlerai des esprits alliés. Je donnerai plus que je ne reçois, et j'exigerai des résultats. Ce serment est ton passeport pour franchir la frontière qui sépare les errants des maîtres. Demande-moi encore combien de temps pour que la richesse arrive, et je te réponds avec l'histoire que tu viens d'entendre. La distance entre le manque et l'abondance n'était qu'une nuit de sommeil. Le sermon n'était pas magique, c'était la précision portée à incandescence. La même loi t'attend maintenant. Si ton désir est tiède, n'accuse pas la loi. Allume ton feu, et l'aiguille de l'horloge elle-même accélérera. Le monde obéit à la précision. La richesse naît non dans les coffres forts, mais sur le papier. Le premier acte d'un maître est de consigner son but par écrit. L'errant parle en nuages flous, le déterminé grave en pierre. Prends ton stylo et décrète la somme exacte que tu posséderas, la date précise à laquelle elle sera tienne et le service que tu rendras en échange. Un homme qui refuse d'écrire ne régnera jamais. Le papier vierge est le berceau de l'errance. Tu peux parler avec zèle, rêver avec ferveur, mais tant que tu n'écris pas, tu n'as pas encore commandé à toi-même. Les rois de l'industrie sont d'abord devenus rois d'une page. Rockefeller inscrivait ses chiffres avant de déplacer le pétrole. Carnegie notait des capacités avant de forger l'acier. Ford esquissait des lignes de mouvement avant que les machines ne s'animent. L'écriture est la première discipline de la création. Ne crois pas que c'est enfantin d'inscrire des sommes et des dates. L'argent est timide avec les hommes vagues, audacieux avec les audacieux. Si tu écris avec clarté, tu imprimes ton subconscient et envoies un ordre que l'intelligence infinie peut traduire en circonstances. L'argent non assigné vagabonde, l'argent qui a reçu un ordre de maître accourt pour servir. Nomme les usages de ton argent. Le subconscient n'obéit pas au brouillard, mais à l'image nette. Écris ce qu'il achètera, le service qu'il financera, le don qu'il permettra. Si tu écris « J'acquérirai 50 000 € d'ici le 31 décembre par l'organisation d'une entreprise de vente pour distribuer des produits innovants », tu as frappé la loi avec précision. La vague imprécision engendre la vague imprécision. La clarté engendre la clarté. Chaque matin et chaque soir, lis ton décret à voix haute. Ne marmonne pas comme si tu avais honte. Parle comme un héros de ton propre destin. Ton subconscient ne répond pas à des mots oisifs, mais à des déclarations répétées, imprégnées d'émotion. Les mots vêtus de chaleur sont des semences. Ils tombent dans le sol fertile de l'esprit, y prennent racine, fleurissent et reviennent sous forme d'idées, d'alliés, d'opportunités. Les timides récoltent des moissons timides. Ils parlent comme s'ils craignaient que leurs mots soient entendus par le doute. Parle comme un commandant, non comme un mendiant. Parle avec gratitude, comme si le décret était déjà honoré. La gratitude avant la possession est la signature de la foi. Elle convainc le subconscient que la richesse existe déjà et il commence à arranger les preuves. Pense à Edwin C. Barnes. Il a gravé son décret non sur du papier, mais dans sa vie elle-même. Il a déclaré « Je serai l'associé d'affaires de Thomas A. Edison ». Il n'a pas dit « J'espère travailler pour lui ». Il a dit « Je travaillerai avec lui ». Son apparence était misérable, ses poches vides, pourtant son décret était riche. Avec le temps, son corps est entré dans le bureau où son imagination siégeait depuis longtemps. Le décret précédait le bureau, le stylo de Barnes était sa volonté, son encre était sa détermination. Il a parlé son partenariat à l'existence en le portant en pensée, en le déclarant en désir, en le soutenant par la persévérance. Les jeunes errants autour de lui cherchaient des salaires. Barnes cherchait un décret, et le décret lui a obéi. Laisse-moi te donner une affirmation pour cette loi. Parle-la avec fermeté. Je décrète ma richesse avec précision. Mon stylo est loi, ma langue est commandement, mon subconscient obéit. L'intelligence infinie fournit. Les opportunités surgissent. J'agis, je ne dérive pas. J'écris, je décide, je persévère.
Mon décret est le moule dans lequel ma fortune est coulée. Répète-la jusqu'à ce que tu la sentes comme de l'acier en toi. Tu seras tenté d'enterrer ton décret sous le vague abri du « un jour ». C'est la peur déguisée en prudence. Ne le permets pas. Si la date s'avère trop ambitieuse, tu peux ajuster l'horloge, mais jamais la précision. Un cadran mobile ne brise pas la loi, mais un décret flou se dissout dans le néant. Mieux vaut errer avec une précision audacieuse que pourrir dans le brouillard. Chaque empire de richesse a commencé par une ligne sur du papier. Rockefeller notait des chiffres avant que l'huile ne devienne empire. Carnegie esquissait des plans de capacité avant que les fours ne rugissent. Ford dessinait des diagrammes de mouvement avant que les roues ne tournent. Un décret est une prophétie en uniforme. Le monde ne s'incline pas devant des rêves non dits. Il s'incline devant des lois écrites par des hommes qui refusent l'errance. Garde ton décret à l'abri des bavardages oisifs. Ne le parade pas devant les sceptiques qui sèmeront des graines de moquerie. C'est ta loi, pas la leur. Montre-leur des résultats, pas des phrases. Le décret est un pacte entre ta volonté consciente et ton pouvoir subconscient. Traite-le avec révérence. Quand la moisson arrive, les critiques diront « Tu es chanceux, tu sauras que tu es précis ». L'acte d'écrire n'est pas un simple rituel, c'est un commandement visible. Tes yeux contemplent tes mots, tes lèvres les répètent, ton esprit les absorbe. Chaque sens est enrôlé jusqu'à ce que le décret sature ton être. Cette saturation est la foi est l'aimant. Le décret est le pôle, la richesse est le fer. Une fois aligné, l'attraction est inévitable. Dis-le encore. Mon décret est ma loi, mon stylo est mon trône. Mes mots sont mon commandement, ma fortune m'obéit parce que je suis précis, je ne suis pas un errant, je suis un maître, j'écris, je parle, j'agis et je persévère. Mon décret précède mes richesses et mes richesses suivent mon décret. Barnes l'a prouvé, Rockefeller l'a prouvé, Carnegie l'a prouvé. À ton tour de le prouver, prends ton stylo, écris, fixe ta somme, fixe ta date, fixe ton service, fixe ton plan. Puis parle matin et soir. Porte-le jusqu'à ce que tes membres lui obéissent, jusqu'à ce que ton esprit le voie, jusqu'à ce que ta vie le révèle. Le monde obéit à la précision. Un décret écrit à froid est un soleil d'hiver, lumière sans chaleur. Il ne donne aucune moisson. Le désir est la flamme qui transforme le décret en loi vivante. Tant que ton but n'est pas un désir brûlant, c'est un souhait. Les souhaits sont faibles, mais le désir est féroce. Quand ton cœur s'enflamme, le monde se plie. Les hommes répondent, les opportunités accourent comme sous les ordres d'un général. Les errants disent « J'aimerais être riche », mais leurs mots n'ont pas de chaleur et rien ne bouge. Mais quand un homme déclare « Je dois être riche, je servirai, je persévérerai, je paierai tout prix légal », ce feu saute dans son pas, aiguise son esprit, attire des alliés. Le désir n'est pas passif, c'est un feu actif, et le feu lui-même crée sa fortune. Rappelle-toi Frank W. Gunsolus et son sermon à 1 million, il n'a pas mendié. Si j'avais 1 million, peut-être que je pourrais. Il a embrasé la salle avec une vision d'école. Son désir était si vivant que Philip D. Armour en a senti la chaleur depuis son siège. Armour a fourni le million non par pitié, mais par certitude. Il a vu un homme déjà en possession du désir. C'est le secret. Le monde ne répond pas aux souhaits vides, il répond aux désirs incandescents. Gunsolus parlait comme si l'école existait déjà. Armour a investi dans le feu, non dans la fragilité. Un sermon, un désir blanc incandescent, et 1 million est apparu. Le désir lui-même est l'aimant, la chaleur, la preuve. Comment allumer un tel feu? Commence par voir ton objectif avec tous les sens en éveil. Imagine son apparence, entends son son, ressens ce qu'il apporte, compte le coût que tu paieras, compte les bénédictions qu'il dispensera. Le subconscient est ému par des images vives. Des fantaisies tièdes et vagues le laissent froid. Lie ton désir à un service plus grand que toi. Le cœur brûle le plus fort quand il bénit les autres. Armour a donné son million non pour le besoin de Gunsolus, mais pour sa vision d'éduquer la jeunesse. Si ton désir ne nourrit que ton ego, l'âme s'épuise.
Mais si ton désir construit, bénit, élève, l'intelligence infinie prête son feu. Le désir te transforme en aimant. Tu remarqueras des livres, des hommes, des occasions se diriger vers toi comme des limailles de fer vers une charge. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la loi naturelle d'un esprit enfin précis. Le désir dégage un parfum. Acheteur, aide, investisseur le capte. La pensée froide n'a pas de parfum, mais le désir fait brûler l'air avec conviction. Dis avec moi, je ne permets aucune pensée tiède. Mon désir est feu. Il chauffe mes mots, accélère mon pas, durcit ma volonté. Cette chaleur attire homme, argent, moyens. Je mérite la richesse parce que je sers grandement. J'exige la richesse parce que mon but est immense. Le désir est mon brasier, je l'attise matin et soir. Garde ta flamme. Chaque jour apporte des éteignoirs, compagnies oiseuses, blagues stupides, paroles de peur, nouvelles de ruine. Ce sont des seaux d'eau sur ton brasier. Reste proche des hommes et des livres qui attisent ton feu. Éloigne-toi de ceux qui mouillent ton bois. Le désir grandit non seulement par le combustible, mais par la protection. Un brasier couvert de cendres perd sa chaleur. Barnes a gardé son feu vivant des années avant qu'Edison ne le voie. 5 ans, il a travaillé dans des postes humbles. Pourtant, dans son esprit, le feu n'a jamais faibli. Il était déjà le partenaire d'Edison en pensée bien avant le contrat. Un désir faible aurait refroidi. Son désir brûlant a fait des années du combustible jusqu'à ce que le brasier force la porte. Le désir doit être écrit, parlé, gardé, mais surtout ressenti. Sans émotion, le décret est fragile. Avec émotion, il brille comme l'acier. Le subconscient répond plus vite à l'émotion qu'à la raison. Tu dois donc sentir ta richesse avant de la tenir, la voir avant de la toucher, la vivre dans ton esprit avant de la vivre dans ta maison. Répète encore, mon désir brûle comme le feu. Je le sens, je le vis, je le commande. J'attire hommes, moyens, moments, parce que je suis une flamme avec un but. Je ne souhaite pas, je désire. Je n'espère pas, je décide. Mon brasier brille, mon destin approche. Les timides te diront obsédé. Laisse-les. L'obsession par l'errance est ruine. L'obsession par la précision est triomphe. Tout homme qui a changé l'histoire était consommé par son désir. Lincoln désirait l'unité, malgré le sang versé par la nation. Edison désirait la lumière, malgré les 10 000 moqueries de la nuit. Ford désirait des roues dans chaque foyer, malgré les rires des experts. Chacun gardait le brasier allumé. Toi aussi. Laisse le désir consumer l'hésitation, dévorer les excuses, fondre la peur. Chaque fois que tu parles, attise le feu. Chaque fois que tu planifies, jette plus de combustible. Chaque fois que tu agis, regarde les flammes sauter plus haut. La richesse est timide avec les hommes froids. La richesse accourt vers les chauds. Allume ton brasier jusqu'à ce que l'air s'embrase. La pensée est un soldat, mais les mots sont la trompette qui l'envoie au combat. Tu peux penser avec force, mais tant que tu ne parles pas, ta pensée n'est pas encore commandement. Le subconscient ne discute pas avec toi. Il accepte la voix d'autorité. Et la seule autorité qu'il reconnaît est le mot répété avec foi et émotion, proclamé comme loi, jamais comme hasard. L'autosuggestion est le canal par lequel désir et décret sont portés au subconscient. C'est le moyen par lequel la pensée devient chair, la loi devient acte. Les riches la pratiquent quotidiennement, bien qu'ils la nomment rarement. Ils répètent leurs décrets, ils affirment leur pouvoir, ils visualisent leur but en le proclamant. Les pensées de plomb sont transmutées en actions d'or par cette répétition constante. Chaque matin au lever, prends ton décret écrit. Lis-le à voix haute comme un général qui donne des ordres à son armée. Ne murmure pas comme un douteux. Tiens-toi droit, parle lentement, sente chaque mot. Dis la somme, la date, le service, la bénédiction. Chaque soir avant le repos, répète-le jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme un fait accompli et commence à arranger les preuves dans ta vie. Edison commandait son esprit ainsi. Il ne s'asseyait pas en mendiant l'inspiration.
Il disait à son atelier intérieur ce qu'il devait livrer, puis se mettait au travail. Il parlait à son subconscient avec précision « Je produirai la lumière ». Malgré des milliers d'échecs, l'atelier intérieur produisait des idées jusqu'à ce que le décret soit accompli. Dis avec moi « Je vois la somme, je nomme le service, je déclare la date. Je bénis ceux qui seront servis. Je suis calme, je suis reconnaissant, je suis certain. Mon décret est fait, les preuves viennent à moi. J'agis comme si je le possédais déjà. Je marche comme celui dont l'ordre est exaucé. Et elle, parle-le jusqu'à ce que ta langue se sente comme un sceptre de roi. Ne précipite pas ces mots. Laisse-les tomber dans ton esprit comme des semences dans une terre noire. Trop de gens rushent les affirmations comme des corvées. Le subconscient ne répond pas au son pressé, il répond à la déclaration chauffée et stable. Sente le décret. Parle avec reconnaissance à l'avance. La gratitude est la foi en tenue de travail. Elle convainc le subconscient que la moisson est déjà tienne. Souviens-toi, foi et émotion sont la chaleur. Mots parlés froids sont plomb. Mots parlés chauds deviennent or. Quand tu parles avec passion, ton subconscient accepte. Quand tu parles avec certitude, l'intelligence infinie répond. La cour intérieure se met au travail en silence, rassemble alliés, arrange rencontres, apporte insight, montre chemins invisibles auparavant. Mais attention aux erreurs, ne te vante pas à la foule. Ne disperse pas ton décret devant les sceptiques. La vantardise publique est vanité, pas autosuggestion. Gossiper ton plan l'affaiblit, parle intérieurement, non extérieurement. Prouve ta loi par l'action, pas par le bavardage. Les hommes aideront le travailleur, mais riront du bavard. La fleur ne crie pas quand elle est semence. Elle travaille en silence jusqu'à la floraison. Barnes, avant son partenariat avec Edison, se répétait quotidiennement qu'il était l'associé d'affaires d'Edison. Il n'avait aucune preuve, aucun contrat, aucun salaire notable, mais sa langue répétait le décret jusqu'à ce que son subconscient le croie. Ses actions s'alignèrent alors, et un jour Edison lui donna la chance. La pensée de plomb était devenue fait d'or. Dis encore, mon mot est loi pour moi, j'obéis à mon décret. Mon subconscient accepte et fournit. L'intelligence infinie s'aligne avec moi. Je ne doute pas, je ne dérive pas. Je parle, je sens, j'agis et je persévère. Mes mots sont la trompette, mon esprit est l'armée, mon décret est la campagne, et ma victoire est certaine. Ne sous-estime pas la répétition. Le subconscient obéit à l'habitude, pas au caprice. Si tu parles une fois, il remarque à peine. Si tu parles quotidiennement, matin et soir avec feu, il grave l'ordre comme loi. La gravure est permanente. Une fois gravée, le subconscient ne peut résister à livrer. Beaucoup appellent cette loi mystique. C'est seulement l'obéissance à l'habitude. La gratitude scelle le processus. Remercie Dieu à l'avance. Remercie-le comme si la moisson était déjà livrée. Cet acte de reconnaissance n'est pas vide, c'est la preuve de la foi. Le subconscient le traduit comme fait. L'intelligence infinie le lit comme certitude. L'univers adore l'homme qui remercie avant de recevoir. Un tel homme n'attend jamais longtemps l'épreuve. Prends cet exercice pour cette nuit. Avant le coucher, ferme les yeux, parle ton décret à voix haute, imagine-toi en possession et ressens la gratitude. Garde un record des idées, noms, insights qui te viennent au réveil. Beaucoup de fortunes ont commencé comme pensées d'aube, plantées par les semences d'autosuggestion nocturne. Ta fortune attend ton obéissance. Les timides appellent cela auto-hypnose. Les sages appellent cela commandement. Tu ne te trompes pas quand tu parles. Tu t'entraînes. Tu nourris le brasier du désir, grave l'ordre dans ton atelier intérieur, instructe les travailleurs qui ne dorment jamais. C'est ainsi que la pensée de plomb est martelée en fait d'or. Aucun homme ne devient tikkun par le pouvoir solitaire de son cerveau. Un esprit, aussi fort soit-il, est limité. Deux ou plus d'esprits unis en harmonie et liés à un but précis génèrent un troisième esprit invisible plus grand que tous. C'est le principe du mastermind. C'est le secret privé des riches, les ailes qui les ont élevés au-dessus des hommes ordinaires.
Quand des esprits se rencontrent en discorde, rien ne se passe sauf querelle. Quand des esprits se rencontrent en harmonie, un courant coule, les idées se multiplient, le courage s'approfondit, la puissance s'assemble. C'est comme frapper silex contre acier. Les étincelles jaillissent. Le mastermind n'est pas un simple partenariat, c'est une fusion. Ce n'est pas conversation, c'est création. C'est la loi qui multiplie l'énergie humaine en fortune. Andrew Carnegie admettait ouvertement que sa fortune aurait été impossible sans cette loi. Il s'entourait d'hommes plus habiles que lui. Schwab apportait l'audace, Gary l'ordre, d'autres la connaissance. Seuls, ils étaient forts. Ensemble, ils devenaient un aimant qui tirait le fer de la terre et l'or des marchés. Cet esprit invisible parmi eux multipliait chaque coup. Charles Schwab fut élevé par cette loi. Il n'était pas l'ingénieur le plus brillant, ni l'investisseur le plus riche. Mais son énergie, sa capacité à unir les hommes en harmonie, son talent pour garder une salle électrique le rendaient indispensable. Carnegie disait que la foi et le feu de Schwab ajoutaient des millions au coffre. C'était le mastermind à l'œuvre. Deux hommes combinés en quelque chose de plus grand. Ne confonds pas cette loi avec des alliances ordinaires. Beaucoup s'assoient en réunion où envie, peur, vanité et tout flair. Ce n'est pas mastermind, c'est errance. Pour créer un mastermind, l'air doit être pur, le but précis, les membres unis en harmonie. La discorde draine, l'harmonie charge. Choisis hommes et femmes forts en connaissance, fermes en caractère, précis en but. Caractère d'abord, connaissance ensuite. Un esprit tordu pliera le faisceau du groupe entier. Un esprit envieux peut empoisonner le puits. Mieux vaut peu en harmonie qu'une multitude en discorde. Tiens des conseils réguliers. Commence chacun par le décret, le but précis. Pose les obstacles sur la table, non comme mur, mais comme ébauche à améliorer. Invite la critique propre, non cruelle. Garde la vanité dehors. Enregistre les décisions comme loi. Chaque membre part avec une tâche. Quand vous vous réunissez à nouveau, les preuves sont posées. Ce rythme forge la puissance. Dis avec moi, nous nous réunissons en harmonie pour un but précis. Nos esprits s'unissent. Un esprit plus grand préside. Nous donnons plus que nous prenons. Nous parlons avec foi. Nous décidons avec clarté. Nous partons avec action. La discorde ne peut demeurer parmi nous. L'harmonie est notre musique. Le succès est notre chanson. Parle cela en chaque rassemblement jusqu'à ce que cela devienne loi. L'histoire enregistre les fruits de tels conseils. La création de United States Steel n'était pas l'œuvre d'un homme. C'était le produit d'esprits unis. La vision de Carnegie, le feu de Schwab, le capital de Morgan, la discipline de Gary. Le mastermind était présent, et le fer devint l'épine dorsale d'une nation. L'échelle de cette fortune égalait l'échelle de l'harmonie. Edison lui-même, bien que génie, dépendait d'un mastermind. Son laboratoire n'était pas une chambre solitaire, mais une ruche. Il rassemblait assistants, penseurs, artisans, chacun contribuant. Edison fournissait la vision, mais l'harmonie de nombreux esprits construisait la réalité. Son génie était magnifié par leur union. Il leur prêtait ses ailes, il lui prêtait les leurs, et ensemble ils volaient. Affirme cela. Je ne marche pas seul, je choisis des alliés de foi, caractère, habileté. Nous nous réunissons en harmonie, nous agissons en précision, nous persévérons en unité. De notre réunion surgit un esprit plus grand que les nôtres. Cet esprit sert notre but, renforce notre courage, multiplie nos idées, hâte notre fortune. Nous ne sommes pas errants, nous sommes créateurs. Ne confonds pas l'isolation avec la force. Le loup solitaire meurt de faim. Le troupeau prospère. Les riches gardent ce secret parce qu'ils savent que la plupart des hommes ne paieront pas le prix de l'harmonie. L'envie est plus facile que la coopération, l'orgueil plus facile que la soumission. Mais l'homme qui se maîtrise assez pour s'unir à d'autres en harmonie est celui qui multiplie ses ailes. Ton mastermind peut commencer petit. 2 hommes se réunissant hebdomadairement. Ne le méprise pas. 2 esprits unis sincèrement peuvent puiser à l'intelligence infinie. Commence où tu es.
Choisis soigneusement, réunis fidèlement, garde l'harmonie, garde la précision, garde les records. Regarde comme le courage monte rapidement, les plans se multiplient, les opportunités apparaissent. C'est la main invisible du mastermind. Dis encore, nous nous prêtons des ailes. Notre harmonie multiplie la puissance, notre précision la dirige, notre persévérance la soutient, notre succès la prouve. Le monde paie la plupart des hommes une fois par salaire, mais l'homme qui sera riche est payé 2 fois. Une fois par son portefeuille présent et encore par le trésor que son service extra achète. Rendre plus et meilleur service que ce pour quoi tu es payé est l'arithmétique de la grandeur. C'est la loi de la semence. Aucun homme qui l'obéit ne peut rester pauvre. Car l'ombre du service est toujours récompense. Tu ne peux échapper cette loi, que tu serves à contre-cœur ou royalement. Si tu sers avec effort pingre, l'ombre est pauvreté. Si tu sers avec abondance, l'ombre est richesse. Les pauvres refusent cette vérité parce qu'elle demande foi. Ils disent « Paye-moi plus, je ferai plus ». Mais les riches ont découvert « Je suis payé plus quand je fais plus ». Pense à F.W. Woolworth. Avant que sa chaîne de magasins couvre l'Amérique, il était un employé qui balayait les sols. Mais il balayait avec soin, observait les clients, étudiait leurs désirs. Son service extra achetait les comptoirs de demain. Cette poussière sur son balai était de l'or déguisé. Son employeur lui payait un salaire. La loi du service lui payait une fortune. Edwin C. Barnes, avant de signer avec Edison, faisait les tâches humbles que d'autres méprisaient. Il portait des papiers, allait chercher des fournitures, apprenait les machines, mais il les faisait avec la fierté d'un partenaire, non la plainte d'un serviteur. Son service extra prouvait son décret. Edison lui donna la chance non parce qu'il mendiait, mais parce qu'il démontrait sa valeur par un service au-delà du salaire. Rends plus que tu n'es payé, et tu prouves la foi. Tu déclares « Je crois si pleinement en ma récompense future que je peux semer maintenant. Foi sans cet acte est pretense. Foi vêtue de service est irrésistible. » Employeurs, investisseurs, acheteurs, ils reconnaissent tous cette preuve silencieuse. Service extra est l'annonce de la destinée. Dis avec moi « Je suis payé par 2 maîtres ». Le portefeuille d'aujourd'hui est le trésor de demain. Je sers les deux. Je donne sans compter. Je fais plus que demander, mieux que requis. La récompense me suit comme une ombre. Je ne peux l'échapper. Je n'attends pas d'être payé pour servir. Je sers et donc je suis payé. Les pauvres se moquent de cela car ils voient seulement le court terme. Ils croient que donner extra est gaspillage. Mais les riches savent que la loi ne faillit jamais. Chaque semence extra trouve sol. Chaque semence devient moisson. Le temps de récolte peut varier, mais la certitude est fixée. Les richesses n'ont d'autre choix que de suivre celui qui sème continuellement plus qu'il récolte. Ne confonds pas cette loi avec l'esclavage. Ce n'est pas se rendre à l'abus. C'est donner qualité, diligence, imagination, soin au-delà de la mesure commune. C'est surprendre ceux que tu sers, améliorer leur sort, ravir leur esprit, dépasser l'attente. Cela t'agrandit, te forme, plante dans le sol de demain. Choisis 3 bénéficiaires aujourd'hui. Un employeur, un client, un partenaire. Écris une amélioration audacieuse que tu peux livrer pour chacun. Agis sans annonce, laisse le service parler, note ce qui arrive, répète pendant 7 jours. Tu verras de tes yeux comment les portes invisibles commencent à s'ouvrir rapidement. Henry Ford a bâti son empire sur cette loi. Il payait les hommes plus haut que ses rivaux, donnait de meilleures conditions et en retour exigeait efficacité. Il allait au-delà pour eux, ils pour lui. Le résultat était loyauté, vitesse, profit multiplié. Ses voitures portaient le sceau de service au-delà du salaire et le monde le récompensait sans fin. La mille extra est la route à péage que la plupart des hommes refusent. Elle est raide au début, lisse ensuite. Au début, elle semble non récompensée, mais avec le temps, tu réalises que tu as laissé la foule loin derrière. Il y a peu de compétition sur la mille extra, car la peur garde la plupart sur la route ordinaire. Si tu persévères, les richesses n'ont d'autre endroit où aller que dans tes mains. Dis encore,
Je suis l'homme du service extra. Je ne compte pas les minutes. Je ne geins pas pour salaire avant travail. Je plante richement, donc je récolte richement. Mon service est plus grand que mon salaire, donc mon salaire doit bientôt égaler mon service. Je ne peux être nié, car je ne peux être arrêté. Je vais au-delà cette heure. Chaque page d'histoire le prouve. Rockefeller donnait un service en organisation qui dépassait le commerce cru de son époque. Carnegie construisait des systèmes d'acier plus forts que tout imaginé. Schwab offrait enthousiasme, énergie, loyauté au-delà de son salaire. Chaque homme était payé plus que sa génération parce que chacun donnait plus. L'arithmétique ne faillit jamais. Laisse aujourd'hui être le jour où tu arrêtes de mesurer étroitement. Arrête de demander « Qu'y a-t-il pour moi maintenant ?» Commence à demander « Que puis-je ajouter qui multipliera plus tard ?» Chaque amélioration, chaque soin extra, chaque valeur ajoutée est une pièce placée dans le coffre du futur. Plus tôt que tu ne l'attends, le coffre s'ouvrira et tu seras stupéfait de la richesse que ton service extra a acheté. Tu m'as demandé, la richesse peut-elle vraiment venir en un jour? Je réponds, oui, si tu obéis à la loi de décision rapide et d'action immédiate. La plupart des hommes sont vaincus non par la pauvreté, mais par le délai. Ils reportent lettres, appels, plans, mouvements audacieux, jusqu'à ce que la chance pourrisse. L'homme qui décide aujourd'hui et agit aujourd'hui a fait du temps son allié. L'errant traite le temps comme ennemi. Le maître en fait son serviteur. La décision est la porte par laquelle le destin entre. L'indécision est errance. Quand tu hésites, tu laisses la porte ouverte à la peur, au doute, au hasard. Henry Ford écoutait les ingénieurs qui déclaraient son moteur « vie impossible ». Il n'a pas nommé un comité pour étudier l'impossibilité. Il a décidé « produisez-le quand même ». Sa décision a raccourci le temps, compressé des années en mois, lui a donné maîtrise d'une industrie. Pense aux 24 heures devant toi. Maintenant, tu peux les gaspiller en soucis, errances, bavardages oiseux, ou tu peux les compresser en leviers qui bougent ta vie. En un jour, tu peux écrire ton décret, le répéter à voix haute, allumer le désir avec images vives, répéter tes autosuggestions avec feu, rencontrer ou appeler 2 alliés pour ton mastermind, livrer un acte de service extra, prendre un pas audacieux reporté. Ce jour vaut une année. Les timides disent qu'un jour ne compte pas. Mais l'histoire est bâtie sur des jours uniques. Un jour, Gunsolus prêcha et Armour donna 1 million. Un jour, Lincoln signa un décret qui libéra un peuple. Un jour, Rockefeller ferma un deal qui changea le pétrole mondial. Richesse et pouvoir respectent le temps parce qu'ils naissent dans l'heure décisive. Tu dois apprendre à agir pendant que le jour est tien. Liste l'acte le plus ancien que tu as reporté, un appel craint, un plan différé, une vérité tue. Place le premier demain après le lever du soleil. Fais-le avant le petit déjeuner si tu dois affamer la peur. L'acte libérera de l'énergie, invoquera des alliés, nourrira le courage. Le délai est mort à la fois, la décision est vie à la fois. Dis avec moi. J'échange 24 heures pour du momentum. Je décide maintenant, j'agis maintenant, je ne dérive pas. Je n'attends pas. Le monde respecte la vitesse quand elle sert la qualité. J'entre dans des chambres que mon doute fermait. Je nourris le jour avec des actes. Le jour me nourrit avec des retours. Je gagne l'heure. L'heure gagne la semaine. Ne confonds pas rapidité avec imprudence. La décision n'est pas folie, c'est précision. L'imprudent agit sans plan. Le maître décide vite parce qu'il a déjà fixé son but. Son décret le guide. Son désir le propulse. Ses autosuggestions le commandent. Son mastermind le soutient. Son service extra le prouve. La décision est le fruit naturel de la précision. Pense à tes 24 heures comme des pièces. Chaque moment en hésitation est une pièce jetée dans le caniveau. Chaque moment en action précise est une pièce investie à intérêt composé. Les pauvres éparpillent leurs pièces sur des broutilles. Les riches les investissent en actes décisifs. C'est pourquoi les riches s'enrichissent dans les mêmes heures que les pauvres gaspillent. Barnes n'a pas erré quand il a vu Edison. Il a décidé d'être son partenaire et a agi immédiatement, bien qu'il n'ait rien. Rockefeller a décidé d'acheter quand d'autres craignaient. Carnegie a décidé de construire quand d'autres hésitaient.
Chaque homme a plié l'horloge à sa volonté en la faisant obéir à la décision. Le temps te servira si tu le commandes. Si tu diffères, il t'enterrera. Dis encore. L'horloge est mon allié. Je ne la maudis pas. Je ne la gaspille pas. Je décide rapidement. J'agis fermement. Je persévère quotidiennement. Chaque heure est mon serviteur. Chaque acte multiplie. Chaque jour compresse des années. La peur ne peut me régner, car je refuse le délai. L'horloge ne me vainc pas. Je la maîtrise. Laisse demain être ton test. Écris ton décret, parle-le, appelle un allié, rends un service extra, fais l'acte que tu crains le plus. Avant que 24 heures ne passent, tu sentiras un surge d'énergie, un sentiment de maîtrise. Tu sauras que la loi a commencé à bouger. Fais ami avec l'horloge et tu ne seras plus sa victime. Chaque acte extérieur de richesse est enraciné dans le pacte intérieur. Le subconscient est le partenaire silencieux qui ne dort jamais. Il obéit aux ordres que tu lui nourris. Il multiplie la semence de tes mots, de tes images, de ta gratitude. Il puise à l'intelligence infinie, la source invisible d'idées, de puissance, de circonstances. Scelle ton décret dans l'esprit profond, et tu as enrôlé le plus grand allié existant. Le subconscient ne débat jamais, il n'interroge pas si ton ordre est possible, il accepte. Si tu lui nourris doute, peur, hésitation, il les grave comme loi et livre la défaite. Si tu lui nourris certitude, foi, gratitude, il les grave comme loi et livre la fortune. Il est impartial. Il cultivera les mauvaises herbes aussi fidèlement que le blé. Ton devoir est de garder sa porte. Chaque nuit avant le sommeil, accomplis ton pacte. Revois 3 preuves de progrès du jour, même petites. Parle ton décret à voix haute, avec une autorité calme. Imagine l'acte principal de demain déjà accompli. Donne grâce nommément pour les alliés, opportunités, forces que tu vois déjà. Puis couche-toi en sachant que ton subconscient travaillera toute la nuit. Pendant que tu reposes, il envoie des messagers invisibles. Beaucoup d'aubes ont apporté des solutions impossibles au crépuscule. Tu les as appelés accidents ou inspirations soudaines. C'étaient des réponses de la cour intérieure. Le subconscient a copié ton ordre. L'intelligence infinie a fourni le plan et la solution est entrée dans ton esprit, éveillé comme un visiteur au lever du soleil. Apprends à attendre de tels visiteurs et à les accueillir avec gratitude. Mon propre fils, né sans oreille, a prouvé cette loi. Les médecins déclaraient qu'il n'entendrait ni ne parlerait jamais. Pourtant, par des années de foi, de persévérance et de suggestion, le garçon a appris à entendre avec des instruments spéciaux. Le décret était accepté par le subconscient longtemps avant que la science ne fournisse l'outil. Ce que la cour intérieure croit, le monde extérieur est contraint de le confirmer. Garde la porte avec vigilance. N'autorise pas les cyniques, les commérages, les prophètes de ruine à planter leurs semences dans ton sol. Chaque blague légère, chaque récit d'échec, chaque mot dubitatif est un voleur qui s'installe dans ton entrepôt. Protège ton coffre intérieur comme tu protégerais ton or, car c'est l'or derrière tout or. Une heure de moquerie peut déraciner 1 semaine de semis. Dis avec moi, ma cour intérieure est loyale, elle obéit à mon décret, elle multiplie ma foi, elle rejette mon doute, elle tire des plans, des gens, de la puissance. Je dors pendant qu'elle travaille, je me lève pendant qu'elle guide. Je ne suis jamais seul. L'intelligence infinie est mon partenaire en profit, mon conseiller en décision, mon fournisseur en service. Remarque les murmures du 6e sens, une certitude soudaine d'appeler quelqu'un, une phrase dans un livre qui s'illumine, une parole dans une conversation qui fait vibrer ton sang. Ce sont souvent des réponses livrées par l'intelligence infinie via ton subconscient. Note-les, obéis-leur. Ce sont les guidances que tu as demandées la nuit précédente. Beaucoup d'hommes ignorent leurs réponses parce qu'elles arrivent discrètement. Établis un rituel hebdomadaire de renouvellement. Entre en solitude. Relis ton décret. Compte les bénédictions reçues. Corrige une faute. Pardonne une dette. Choisis un acte audacieux pour la semaine à venir. Envoie un message de gratitude à un allié.
Cette pratique simple garde le pacte intérieur frais, propre et fructueux. Néglige-la et les mauvaises herbes s'installent. Honore-la et la richesse se multiplie. Dis encore, ma cour intérieure est scellée. Je la nourris seulement de foi, de précision et de gratitude. Je refuse l'entrée à la peur, à l'envie, au doute. C'est mon serviteur loyal et mon allié fidèle. L'intelligence infinie entend à travers elle, fournit à travers elle, guide à travers elle. Je suis en paix, car je sais que mon pacte est tenu. Tu dois croire cela. Les richesses ne sont pas bâties seulement dans l'atelier extérieur, elles sont forgées dans l'usine silencieuse du subconscient. C'est là que les plans sont dessinés, que le courage est construit, que le magnétisme est créé. Scelle ton décret dans le profond, garde-le quotidiennement, fais confiance à son travail invisible. Puis regarde comme rapidement le monde extérieur se réarrange pour obéir à ton commandement intérieur. Ne fais pas un musée de Frank Gunsolus, ne l'admire pas comme si son histoire était verrouillée dans le passé. Fais-en un miroir, ton sermon est ton décret, ton million est la richesse que tu exiges. Ton amour est l'homme ou la circonstance qui attend de sentir la chaleur de ton désir. La chair est toute plateforme sur laquelle tu te tiens aujourd'hui. Tu n'attends pas un bienfaiteur. Tu attends que ton propre feu soit assez visible pour que les hommes viennent s'y chauffer les mains. Armour n'a pas donné à Gunsolus parce qu'il le plaignait. Il a donné parce qu'il a vu un homme déjà brûlant de certitude. L'argent était déjà préparé. Il attendait seulement un vaisseau assez chaud pour le recevoir. En 24 heures, tu peux fixer une nouvelle orbite pour ta vie. Tu peux écrire ton décret, allumer ton désir, proclamer la loi, rassembler un allié pour ton mastermind, livrer un acte de service au-delà du salaire, faire une décision audacieuse longtemps reportée, sceller ton pacte dans le profond. Fais cela et ton jour gouvernera ton destin. Si les richesses ne franchissent pas ton seuil demain, elles seront sur la route, marchant vite. Un homme qui actionne 7 leviers en un jour allonge ce jour jusqu'à ce qu'il gouverne son futur. La loi des richesses ne traîne pas avec les timides, mais elle accourt vers les décisifs. La vitesse est la récompense de la précision. Souviens-toi, le secret que les riches disent rarement est que leurs fortunes ne sont pas du hasard, mais une méthode. Ils gardent le silence parce que la multitude moque la méthode et préfère rêver de chance. Mais maintenant tu sais, désir, précision, décision, persévérance, service, alliance, foi, pacte. Ce sont les liens de la formule du succès, la chaîne Étienne à forger ou à ignorer. Dis avec moi, je décrète ma richesse et je sers grandement, mon désir est feu, mon travail est preuve. Je décide et j'agis. L'heure obéit. Je donne plus que je ne reçois. La richesse suit. Ma cour intérieure est loyale. La sagesse me guide. Je ne dérive pas. Je règne. Ce ne sont pas des affirmations oisives. Ce sont des lois. Répète-les quotidiennement jusqu'à ce que ton être entier leur obéisse. Les timides te diront obsédé. Les errants te diront chanceux. Les critiques te diront arrogant. Mais les résultats les feront taire tous. La fortune n'argumente pas. Elle apparaît. L'homme qui obéit à cette formule peut être appelé de bien des noms, mais jamais pauvre. Laisse le monde babiller. Toi, tu bâtiras. Le sermon à 1 million n'est pas confiné à Chicago. Tu peux le prêcher depuis ton bureau, ton atelier, ta ferme, ton poste de travail. Tu le prêches quand tu déclares ton décret, quand tu allumes ton désir, quand tu commandes ton subconscient, quand tu rencontres tes alliés, quand tu sers plus que tu n'es payé, quand tu décides vite, quand tu gardes ton pacte intérieur. C'est ton sermon. Si quelqu'un te demande combien de temps il faut pour que les richesses arrivent, raconte-lui cette histoire. Une nuit, un homme prêcha avec feu et au matin 1 million arriva. Puis tends-lui un stylo. Dis-lui d'écrire son décret, dis-lui de l'imprégner de désir, dis-lui de le répéter jusqu'à ce que son subconscient le croie. Dis-lui d'agir dans les 24 heures. Puis regarde comme la loi bouge vite. Ton sermon peut ne pas donner 1 million demain, mais il donnera la première preuve. Du courage dans ton pas, de la clarté dans ton esprit, un allié à tes côtés, une opportunité sur ton chemin. Chaque preuve est une pièce dans le coffre de ta fortune. Persiste et le coffre s'ouvrira.
Quand il s'ouvrira, les hommes l'appelleront soudain. Toi, tu sauras qu'il était préparé depuis longtemps. Je te charge maintenant, ne laisse pas ces mots comme simple inspiration. Fais-en ton entraînement quotidien, écris, parle, serre, décide, allie-toi, persévère, scelle. Répète jusqu'à ce que cela devienne habitude. L'habitude devient caractère. Le caractère devient destin. C'est le secret que les riches confessent rarement. Ils ont formé des habitudes de précision que les pauvres n'essayent jamais. Les habitudes elles-mêmes sont la richesse. Dis une dernière fois, je ne suis pas un errant, je suis un maître. J'écris, je désire, je commande, j'allie, je serre, je décide, je persévère, je scelle. Je suis riche d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Le monde obéit à ma précision, car j'obéis à mon propre décret. Parle-le jusqu'à ce que cela devienne ta nature. Agis-le jusqu'à ce que cela devienne ton identité. Quand le coffre de la richesse s'ouvrira pour toi, ne sois pas étonné. Tu as obéi à la loi. Quand les critiques ricaneront et parleront de chance, souris et laisse-les errer. Tu seras trop occupé à commander, à servir, à bâtir. La formule n'a jamais été interdite par Dieu ni par la loi, seulement par l'indolence des hommes. Tu es libre de la pratiquer. Fais-le, et les richesses t'obéiront.